RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, trop de charges pour les entreprises, les patrons en ont marre. Tout ceci est un frein pour l'économie du département. Quelle solution? On en parle avec nos deux invités ce soir, Stéphane Lambert du MEDEF et Joël Prévost-Madère, des CGPME. 9e congrès, l'économie au service de l'émancipation. Un jeune, une formation, un travail. On en parle avec Fabien Canavi, secrétaire général adjoint du MDES. Et puis regardez ce livre, ça s'appelle Abekacho. On en parle, cheveux naturels. Et puis une philosophie autour avec Aurore Chalco, correspondante atelier Tortille en Guyane. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Le retour. Ah non, enfin non, c'est moi qui fais le retour. Oui, c'est votre effectivement. retour. Alors, ce soir. Ce soir, on parle de spa et de luxe avec Larissa. Spa, luxe, en Guyane. Oui. Ah, intéressant. Allez, le journal tout en images qui démarre tout de suite, le rendez-vous de l'info et nos invités juste après. Raymond Abché donne un nouveau délai aux occupants pour libérer son terrain. Cet après-midi, l'homme d'affaires, le député maire Gabriel Serville et les habitants se sont réunis pour trouver des solutions. La première idée, c'était de pouvoir rencontrer la population en compagnie de M. Abché pour pouvoir faire de la médiation sur une situation qui devient de plus en plus conflictuelle. Et d'ailleurs, c'est à l'intercession de la mairie que M. Abché a accepté de ne pas aller plus loin dans les opérations de démolition qu'il avait déjà programmées. J'ai considéré qu'on était à l'approche de Noël, à l'approche des fêtes de fin d'année, qui sont des moments de festivité, des moments où les familles se retrouvent autour du partage et donc il ne fallait pas continuer ce processus. Par contre, l'idée, c'est de faire en sorte que les associations avec la mairie, avec l'État que je n'ai pas mentionné et le propriétaire se retrouvent très rapidement pour décliner ce que pourraient être les solutions à l'orée de l'année 2015, dès le mois de janvier 2015, pour qu'on trouve une solution qui permette à la fois de placer ces personnes dans des conditions de vie qui soient beaucoup plus favorables et qui permettent également au propriétaire de la terre de récupérer son bien pour mettre en place les différents projets qu'il veut initier. Il était évoqué de regrouper les habitants sur un autre terrain et qu'ils puissent devenir propriétaires par la suite. Pour l'instant, nous ne savons ni le lieu ni à qui il appartient. Les gens, tout le monde est d'accord, c'est ce que vient de dire, il y a une Brésilienne qui vient de dire, disons merci à M. Abché parce que nous avons réussi à vivre 10 ans sans payer de loyer. Donc c'est bien, hein. Maintenant, nous, si on peut partir, si on peut aller quelque part, où en plus on va payer pour être propriétaire, mais c'est merveilleux, c'est l'Amérique. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut. Donc à partir du moment où on a ça, voilà. Simplement, c'est sûr qu'il faut que les gens, il faut savoir que les gens ne peuvent pas avoir de prêt. Le CCAS, le Centre communal d'action sociale, célèbre aujourd'hui son second anniversaire. Cet établissement public a pour objectif d'accompagner les personnes en difficulté par une écoute ou un accompagnement, que ce soit pour l'emploi, le logement, les personnes âgées et l'aide alimentaire. 2 ans après sa mise en place, l'heure est au bilan. Il est totalement positif. Nous sommes aujourd'hui connus sur le paysage local. Donc les partenaires nous font confiance, il y a beaucoup d'échanges, de réunions et aussi d'actions concrètes au bénéfice des administrés. L'année dernière, nous avons reçu environ 1000 personnes. Donc il faut savoir quand même que c'était l'année de démarrage, donc le temps de restructurer l'établissement. Donc on a commencé de manière effective en milieu d'année. Donc cette année 2014, c'est un bilan entier. Donc sur 2014, nous avons accueilli près de 6000 personnes. Depuis le mois de septembre, l'aide alimentaire est effective. Le CCAS propose des colis aux personnes les plus démunies et les demandes affluent. On a fait plus de 30 dossiers de demande d'aide alimentaire et une trentaine ont été accordés. Donc les personnes se présentent une fois qu'elles ont reçu le courrier comme quoi c'est accordé et on leur donne donc on va dire ça équivaut à 2 cabas de course avec des produits congelés, produits secs. Lorsqu'il y a des familles, on agrémente le colis avec les petits déjeuners, les goûters, etc. Voilà, donc
En priorité, il y a les colis d'urgence au niveau d'autres organismes partenaires. Et nous arrivons dans un second temps pour agrémenter ces colis d'urgence. Donc la fréquence est 2 fois par an. Le droit à avoir ce colis, c'est 2 fois par an, avec un mois de carence entre 2 demandes. L'année prochaine, le CCAD va mettre en place une aide financière. Elle permettra sous certaines conditions d'aider des Cayennais en difficulté, que ce soit pour aménager leur premier appartement ou régler des factures impayées pour l'eau, l'électricité ou encore le téléphone. Fédération des très petites entreprises, opérateurs miniers, les jeunes agriculteurs, chambres d'agriculture, ordre des avocats font un même constat. Il faut libérer l'entreprise. Le MEDEF et la CGPME ont lancé une semaine d'action pour interpeller les parlementaires sur les difficultés croissantes de l'économie et appellent le gouvernement à réagir. Qu'on veut démontrer, qu'on veut faire comprendre tant au gouvernement, aux représentants de l'État qu'à nos politiques. C'est que nous sommes dans un contexte économique grave parce que l'activité économique diminue et il apparaît essentiel de comprendre que les entreprises en ont ras-le-bol. Ras-le-bol d'instabilité fiscale, ras-le-bol de dispositifs qui font qu'il y a de plus en plus de lourdeur administrative. Je prends l'exemple de la future mise en place du compte personnel de prévention de pénibilité. Donc, il faut que l'État, les politiques nous accompagnent pour demander de surseoir à toutes ces contraintes. Nous disons assez, assez. Il faut libérer l'entreprise. Les représentants des principaux branches d'activité de Guyane affirment que le moral des entreprises n'a jamais été aussi bas. Aujourd'hui, on arrive à un stade de blocage où tout le monde souffre, où c'est l'asphyxie, et qu'avec un chômage de 45%, si véritablement on ne prend pas l'enjeu des problématiques, nous irons vers une situation de violence très importante, parce que la violence économique que subissent les entreprises aujourd'hui contribuera à une violence sociale forcément dans notre département. Les entreprises guyanaises sont en colère. Code du travail illisible, instabilité des textes, administration compliquée, autant de points qui empêchent d'avancer. C'est un ras-le-bol, une fatigue, une lassitude, parce que les textes s'accumulent, l'incompréhension s'ajoute à l'incompréhension, des réglementations, des discours, et derrière, on ne simplifie pas la vie sur le terrain. Il faut libérer l'entreprise. C'est beaucoup au niveau administratif, c'est également au niveau baisse des charges réelles, immédiates, et pas dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais c'est beaucoup réglementaire et qu'on puisse faire notre métier à la base. Le gouvernement a promis 40 milliards, mais aux yeux de Stéphane Lambert, président du MEDEF Guyane, le gouvernement reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Une journée d'échange sur le thème de l'énergie a eu lieu ce matin aux Graines. Une dizaine d'acteurs étaient présents, entreprises, associations ou encore chargés de mission. Tous sont venus partager leurs connaissances sur l'énergie, un enjeu prioritaire, et répondre à une question: quel avenir énergétique pour la Guyane? Le contexte planétaire, on le connaît, dérèglement climatique, du fait de l'augmentation des gaz à effet de serre, une population mondiale qui augmente, qui va nécessiter des besoins énergétiques colossaux. Donc les solutions, c'est être plus sobre énergétiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être moins énergivore. Ça veut dire avoir des maisons mieux isolées. Et puis utiliser les énergies renouvelables. La Guyane offre de nombreuses possibilités en termes d'énergie renouvelable avec l'éolien, le solaire mais aussi l'hydraulique. Environ 50% de l'électricité produite provient du barrage de Petit-Saut, mais le département reste encore très dépendant des hydrocarbures. Le taux de dépendance énergétique de la Guyane en hydrocarbures est plus ou moins de l'ordre de 90%. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer, notamment sur la partie électrique, où il est possible de substituer les hydrocarbures assez facilement avec les ressources d'énergie renouvelable et des habitudes de consommation plus sobres et efficaces. On pourrait, avec des politiques adaptées, descendre facilement à 50% de dépendance aux hydrocarbures en Guyane. Ce rassemblement avait pour but de réunir différentes personnes pour parler des avancées en termes de développement durable et permettre l'émergence de projets autour d'une énergie écologique. De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'Info avec nos 2 invités pour démarrer. Stéphane Lambert, bonsoir, vous êtes président du MEDEF.
Bonsoir. Joëlle Prévost-Madère, bonsoir. Vous êtes présidente de la CGPME et bienvenue sur le plateau du rendez-vous de l'info. Trop de charges pour les entreprises, les patrons en ont marre, tout ceci est un frein pour le développement économique. Avec le gouvernement actuel que l'on a, est-ce que vous pensez que vous serez entendu ? En tout cas, on va s'exprimer, on va continuer à s'exprimer, ça c'est une certitude. Être entendu, c'est bien notre vœu, mais ce qu'on veut surtout, c'est des actes. On a été entendu à l'université d'été du MEDEF, on a eu des déclarations d'amour, maintenant on veut des preuves d'amour et des choses cohérentes. Au niveau local, quelles sont les actions que l'on peut mener pour créer une sorte de levier pour les entreprises ? Est-ce que tout est lié au gouvernement, Joëlle Prévost-Madère ? Obligatoirement, puisqu'en fait, d'une façon générale, les lois qui régissent ou les obligations auxquelles doivent les entreprises sont contraintes viennent de lois qui sont votées donc au Parlement et donc ensuite surtout de mise en place de décrets. Nous aurions bien aimé que, comme pour certaines lois, les décrets ne soient pas toujours pris, ce qui est bien dommage. Là, actuellement, je vais vous donner un exemple. Il y a un décret, une loi qui est sortie depuis plus d'1 an concernant la mise en place du compte de prévention, donc personnel de prévention de pénibilité. Le décret ne devait pas passer parce que le patronat considérait que les choses n'étaient pas suffisamment avancées, qu'il fallait encore travailler sur les modalités de mise en place de ce décret. Et malgré ça, le décret est sorti de façon impromptue le 24 octobre. Donc voilà la problématique que nous avons, que nous rencontrons, parce qu'on nous fait des promesses, on nous dit oui, on va prendre le temps d'eux, et ce n'est pas le cas. Alors, juste comme vous êtes concrets souvent tous les deux, on va essayer de l'être avec nos téléspectateurs ce soir. Allez, on se met à la place d'un chef d'entreprise, et quand on dit trop de charges, un exemple concret, qu'est-ce qu'il faudrait enlever, qu'est-ce qui serait lourd, notamment pour un chef d'entreprise, qu'éventuellement le gouvernement pourrait enlever? Un exemple, Stéphane Lambert. Un exemple tout simplement, qui est surtout une mesure de simplification aussi, c'est d'éviter d'augmenter les cotisations sociales au 1er janvier 2014. On s'est pris 3 à 5% d'augmentation, je ne rentre pas dans la technique, sur le rabotage de l'ODEUM. Et c'est vrai que de l'autre côté, on nous met une augmentation du CICE, en France comme en Guyane d'ailleurs. Bon, il faudrait peut-être tout simplement que, au lieu de vouloir nous rembourser des augmentations de cotisations sociales, peut-être simplement ne pas augmenter les cotisations sociales. Parce que le CICE, c'est qu'un remboursement de ce qu'on a payé avant. On sait que lorsqu'une entreprise a trop de charges, elle a du mal à embaucher. N'importe quel économiste du monde entier le sait. Pourquoi autant de réticence, Joëlle Prévost-Madère? Parce que vous parlez de charges et vous parlez de charges apparemment surtout financières. Oui, c'est vrai, je reste dessus. Mais la problématique ce n'est pas que l'aspect charge. Et pour cette partie charge financière, l'expert comptable qui est à côté de moi pourra peut-être mieux en parler. Nous parlons également de lourdeur administrative. Encore une fois, la typologie des entreprises que nous avons ici, plus particulièrement, ce sont quand même des TPE. PME, ce serait bien, mais des TPE à 80%. Donc, voilà le tissu que nous avons. Ces TPE n'ont pas le temps, les chefs d'entreprise de ces TPE n'ont pas le temps d'avoir, je reviens sur ce fameux compte personnel de prévention, nous ne sommes pas contre le principe. Attention, il est évident qu'il faut effectivement que le chef d'entreprise fasse en sorte qu'il y ait de moins en moins de postures pénibles et tout, pour améliorer même la qualité du travail et même le rendement pour l'entreprise. Donc, c'est une bonne chose. Par contre, imaginez-vous un chef d'entreprise qui doit, pour chacun de ses salariés, établir une fiche, définir pour chacun des critères, 10 critères ont été retenus, pour chacun des critères, il doit définir le niveau de la pénibilité. Dedans, un des critères, c'est le travail de nuit. Ça veut dire qu'il devra suivre son salarié la nuit pour voir quelle est la contrainte, le niveau. C'est ça. Bienvenue en France. Ça, Stéphane Lambert, ensuite d'une question de Vanessa. Tout à fait, c'est ça, c'est bienvenue en France. On se plaint des impôts, on se plaint des charges sociales, mais le principal impôt en France, c'est l'impôt papier. C'est le temps qu'on passe à faire l'administratif. Il faut savoir que selon les différentes études, un chef d'entreprise passe entre 17 et 30% de son temps à faire son métier. Le reste, c'est à gérer une vie de finalement chef d'entreprise et pas de faire son métier. Les plombiers, ils passent que 30% de son temps à faire de la plomberie finalement. Et ça, c'est important, c'est vrai que c'est bien de le signaler. Vanessa. Et que pensez-vous du plan d'allègement des charges que le gouvernement avait proposé ?
Le gouvernement communique très bien, 40 milliards d'aides, mais il en parle beaucoup plus qu'il ne le fait. C'est toujours, on paye d'abord et les crédits c'est après. Donc les allègements, en fait, c'est le CICE qui donc nous met en concurrence frontale en fait avec le reste de l'Hexagone, avec l'Hexagone, parce qu'en fait nous on nous augmente nos cotisations guyanaises au 1er janvier et que de l'autre côté les abattements sont pour tout le monde. Donc c'est plus difficile pour nous à ce niveau-là pour pouvoir continuer à se défendre. Et comment espérez-vous faire entendre de la Guyane? Enfin, je veux dire, si déjà en France ça passe pas, comment en Guyane on peut se faire entendre? Écoutez, toujours sur cet exemple du compte de pénibilité, dedans, dans les 10 critères, il y a les températures extrêmes. C'est-à-dire que température à partir de 30 degrés. Elle insiste parce que c'est important. Non, mais c'est important. En Guyane, on travaille régulièrement à cette température. Les entreprises qui font des espaces verts en extérieur, les entreprises, les salariés qui construisent des bâtiments, c'est à cette température. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que systématiquement, toutes les entreprises de la Guyane devront payer en plus de la cotisation socle, la cotisation supplémentaire parce que, justement, ce critère sera rempli par les 3/4 des salariés de la Guyane. Vous voulez vous faire entendre, donc vous avez vu les parlementaires, comment ça s'est passé? Ça s'est excellemment passé, c'était une première effectivement. Nous étions également, CGPME, MEDEF, MPI, FTPE, à rencontrer les parlementaires. C'est une première ce format-là. Et nous poursuivrons. Ça nous a permis d'échanger et d'avoir donc une approche, une vision réciproque. On ne se connaît pas assez. On a fait passer les messages concrets pour leur donner des éléments pour qu'ils puissent relayer au niveau, je dirais, parisien. Eux nous ont donné aussi des informations. Et je crois que c'est une voie, effectivement, pour répondre à votre question, qui permet de faire entendre la voix des entrepreneurs guyanais jusqu'à Paris pour obtenir véritablement des gains, des remise en plat de ce texte de pénibilité, parce que 30 degrés, le même texte sur la température à Limoges ou à Cayenne, il y a quand même un problème. Alors, je sais, Joël Prévost-Madère, vous voulez encore prendre la parole. Simplement, je rappelle simplement pour nos téléspectateurs, c'est un débat important. Nous allons mettre en place un débat à la rentrée autour de l'économie et des entreprises ici même en Guyane. Dernière question, la suite, c'est quoi pour vous dans le travail que vous effectuez en ce moment? Juste une précision par rapport aux parlementaires, c'est quand même... Ce format que nous avons décidé donc, de mettre en place vient d'un constat que nous faisons. Au niveau national, les Outre-mer sont représentés par la CEDOM. Et nous considérons qu'on parle beaucoup plus d'autres territoires que de notre territoire. Nous avons donc décidé de faire remonter nos problématiques à nos parlementaires chez nous et ensuite, quitte à s'appuyer par la suite sur la FEDOM. Mais il faut d'abord que nos parlementaires connaissent nos propres difficultés sur notre territoire. Conclusion. Pour pouvoir mieux nous défendre. Conclusion, qu'est-ce qu'on fait? Demain, le MEDEF reçoit les différents services de l'État pour voir comment améliorer les choses, libérer l'entreprise. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait après? On aide, on travaille pour essayer de créer les 60 000 emplois dont on a besoin dans les 15 ans qui viennent. Très bien. Et promis, oui, Joël Prévost-Madère. Allez-y, un dernier mot. Non, mais oui, parce que l'exemple type de ce que nous pouvons faire et ensemble, c'est qu'une lettre concernant ce fameux compte, par exemple, mais on l'a fait pour d'autres sujets, a été faite, signée par plus de 17 organisations interpro et professionnelles. Lorsque, au niveau donc, national, ils voient qu'il y a effectivement un consensus avec autant de représentation, on est mieux entendu. Merci en tout cas. Et promis, la prochaine fois, on parle du RSI. J'avais une question à poser là-dessus parce que vraiment, il y a beaucoup de critiques autour. Il y a plein de choses à dire autour du RSI notamment. Je vous promets un débat autour du RSI aussi sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Stéphane Lambert, Joël Prévost-Madère, merci d'être passé au Rendez-vous de l'Info. Allez, vous le savez, tous les soirs en prime, Dom la Quézotte avec Dominique Nugent. Extrait. Qui est présent en Guyane, et une forêt. C'est un lieu communal qui est rattaché à Mana et Irakubo. Donc si vous venez passer au moins une journée, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à visiter. Donc après il faut avoir du monde, parce que moi personnellement je ne suis pas tout le temps disponible. Votre prochaine action, qu'est-ce que ça? La prochaine action là, c'est nous qui réunissons les deux maires là pour y prendre décision là, travailler ensemble. Parce que nous ne pouvons pas laisser ça si encore négligé là. Nous avons fait le gros, comme on a dit. Par la suite,
pour nettoyer, pour garder, c'est quand nous-mêmes nous décidons de jouer là bien nettoyer. Il y a des gens, effectivement, malpropres. Eh bien, quand vous savez que vous êtes malpropre comme ça, vous savez ça, ce qu'a fait, restez dans votre case. C'est ce soir en prime, voilà, Dom Laqueza, Dominique Nugent qui va partout dans le pays. Là, il était bien sûr du côté d'Organabo. 9e congrès du MDES, l'économie au service de l'émancipation. On en parle tout de suite avec notre invité Fabien Canavi, secrétaire général adjoint du MDES. Fabien Canavi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, c'est votre 9e congrès. Le thème, l'économie au service de l'émancipation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quoi exactement ce thème? Ben, écoutez, il y a un thème, un second thème qui est important. Un jeune, une formation, un travail. Tout à fait, et je pense que nous voulons lier ces deux aspects, compte tenu de la situation économique et sociale que connaît notre territoire, donc un chômage très important, de l'ordre de 40%, et une jeunesse qui est quand même complètement laissée pour compte. Nous l'avons dénoncé à la rentrée, quand il s'agissait des plus jeunes, mais nous avons de jeunes adultes qui sont au chômage et qui sont dans des situations assez difficiles, habiter chez les parents, ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Et le paradoxe, alors que nous sommes sur un territoire riche, personne n'en doute, la biodiversité, les ressources naturelles, la richesse halieutique, et pour nous, donc, à travers le travail, à travers l'économie, c'est un moyen de s'émanciper. De toute façon, c'est une évidence que quand vous travaillez, quand vous subvenez à vos besoins, vous êtes quelque part un homme libre. En tout cas, vous avez une certaine liberté. Et pour nous, il nous semblait important, s'agissant de notre territoire, d'articuler ces deux aspects, donc l'économie et la jeunesse. La richesse de notre pays, les atouts. Vanessa aura une question pour vous. Une question. Un jeune, une formation, un travail. Aujourd'hui, c'est un jeune déscolarisé, sans diplôme et donc sans perspective. Comment on inverse la tendance actuelle? Ça sera tout le lieu de votre congrès, mais alors justement, quelques indices. Premier indice, donc, c'est d'inviter toute la population à la soirée culturelle, mais pas seulement culturelle, que nous organisons traditionnellement à l'ouverture du congrès. Donc ça se passe demain soir à 19h du 5 au 7, ça commence à l'Eldorado. Samedi et dimanche, ce sera beaucoup plus interne, puisque là, nous allons travailler sur les bilans et les perspectives. Mais demain, par contre, la soirée, en plus des groupes culturels qui vont intervenir, il y aura un débat. En tout cas, il y aura des interventions avec des représentants du monde économique, donc du BTP, des TPE, donc c'est un heureux hasard, des TPE, du monde artisanal, qui vont venir témoigner donc de la situation aujourd'hui en Guyane. Et le public pourra poser des questions à ces intervenants, donc M. Montez, M. Boulanger des MPI, Mme Vanoukia, M. Villeroy, qui seront là et qui pourront donc exposer, et on pourra y répondre, on pourra les interroger. Allez, dernière question, Vanessa. Alors, la Guyane n'est pas dépourvue d'atouts, vous le disiez, la Guyane est riche, bois, minerais, agriculture, BTP, mais qui pour travailler dans ces domaines? On voit bien, les jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler. C'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est parce que nous n'avons pas une jeunesse formée. Et nous l'avons dit, l'échec commence déjà dans le système éducatif. Donc quand un jeune sort du système éducatif sans formation, sans compétences, il est certain qu'il n'arrive pas à aborder dans de bonnes conditions le marché du travail. Et le marché du travail qui est déjà exsangue, et allez voir quand vous n'avez pas les compétences. Donc c'est pour nous, la priorité, elle se situe là, parce que notre jeunesse, c'est la principale richesse, c'est notre atout, et il faut absolument la former, il faut absolument l'accompagner pour que ce territoire puisse se développer. Sinon, nous serons spectateurs dans notre propre pays d'un développement qu'on va regarder passer. Alors rendez-vous demain, ça commence donc demain à l'Eldorado, je rappelle c'est du 5 au 7, à partir de quelle heure? À partir de 19h demain, et je donne rendez-vous à toute la population. Voilà, rendez-vous est pris, les caméras d'ATG bien sûr seront présentes. Allez, sans plus tarder, voici la chronique de Vanessa. Vanessa, une belle rencontre avec une Guyanaise qui a un beau parcours, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, à l'heure où le luxe rime plus que jamais avec international, quel profil pour travailler dans ce secteur? Vous le savez, qui est très élitiste et très exigeant. Eh bien, il faut être passionné, curieux, ouvert d'esprit, original et humble. Et surtout, il faut s'expatrier. Donc, c'est ce qu'a fait Larissa, qui est spa manager et qui possède toutes ces qualités. Donc, je l'ai rencontrée cette semaine. Regardez. Allez, on y va.
Bonjour, je m'appelle Larissa, je suis spa manager actuellement. Mon parcours professionnel est très vaste, donc j'ai étudié tout d'abord à Paris. J'ai étudié 6 ans dans le domaine de l'esthétique et du management. Ensuite, j'ai décidé de partir au Canada comme j'ai la double nationalité, donc j'ai eu une opportunité de partir à Montréal. Donc très belle expérience, très enrichissante. Cela m'a permis de travailler avec des marques de luxe, donc les numéros 1 mondiaux de la beauté et du luxe. Et cela m'a beaucoup appris au niveau du savoir-faire nord-américain. J'ai eu l'occasion de travailler à New York dans des médico-spas. Donc en Amérique du Nord, le service à la clientèle est très important. Donc c'est vraiment, ils ont une rigueur, ils ont un savoir-faire vraiment très différent. Le client est vraiment roi. Et donc je suis partie 4 ans au Canada et à New York. J'ai décidé de revenir en Guyane pour apporter vraiment mon savoir-faire international. Je suis vraiment fière de représenter la beauté et de contribuer à l'économie du bien-être et de la beauté ici. C'est vraiment un plaisir pour moi de prendre soin des gens quand ils arrivent stressés au spa. Donc j'aime leur faire plaisir, j'aime voir leur sourire, leur confiance. Ils me confient leur peau, leurs secrets, enfin leurs problèmes. Ils me confient vraiment leur visage, leur corps. Et quand ils voient l'amélioration, les résultats, c'est vraiment ma plus belle satisfaction. Donc vous l'avez vu, un parcours très impressionnant. Donc elle a travaillé pour les plus grands noms des cosmétiques et des spas. Donc un exemple à suivre. Donc partir, oui, apprendre, s'ouvrir l'esprit, s'enrichir évidemment, mais surtout revenir au pays pour faire partager le savoir-faire. Merci Vanessa, qui fait souvent de très très belles rencontres avec des jeunes Guyanais ambitieux. C'est ce qu'on essaie de vous montrer quasiment tous les soirs dans le rendez-vous de l'info. La preuve avec ce livre, voilà, et ça s'appelle Abekacho. Pour nous en parler, Aurore Chalco, correspondante atelier Tortille en Guyane. Aurore Chalco, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Expliquez-nous ce titre déjà, Abekacho. Abekacho, en fait, ça veut dire « ah mais bien sûr », qui veut dire en fait « ah si je savais ». Ah, si je savais. Et si je savais quoi? Tout ce qu'on pouvait faire avec le cheveu naturel, qu'il soit crépus, bouclé et frisé, comment prendre soin et ne pas forcément tomber dans des clichés qui disent que non, on peut pas être belle avec le cheveu crépus, etc. Donc non, en fait, il faut changer ces mauvaises connaissances en fait du cheveu crépus. Alors, ce n'est pas un livre où on explique absolument tout pour dire voilà ce qu'il faut faire, etc. Bien sûr, il y en a dedans, mais il y a comme une philosophie, une histoire racontée. Pourquoi l'avoir fait comme ça, en fait, l'auteur? Oui, alors Zala, en fait, elle a décidé de ne pas mettre de sommaire, en fait, pour pouvoir lire le livre en intégralité. Parce que le but, c'est pas non plus de rentrer tout de suite dans les méthodes. À mon cheveu est sec, qu'est-ce que je mets directement? En fait, le but, c'est de comprendre d'abord pourquoi le cheveu est sec, comment prendre soin, que ce soit avec les produits, mais aussi dans la vie de tous les jours. Parce que comme vous avez dit, c'est une philosophie, en fait. Le cheveu, c'est comme une plante, il a besoin d'eau, il faut en prendre soin. Et pour que le cheveu soit en bonne santé, il faut également que le corps soit en bonne santé. Voilà. D'où viennent ces produits? Comment sont créés ces produits? Alors, ces produits sont créés par l'atelier Tortille à base de produits naturels, bio, écologiques, en fait, et qui sont purs, en fait, 100% Alors, quand purs. vous dites bio, c'est important parce que tout le monde dit bio. Bio, c'est-à-dire? En fait, c'est... Vous surveillez les gens qui vous donnent la matière première? Moi, je ne vais pas les surveiller directement, mais en tout cas, on cherche à utiliser des producteurs en fait, qui préservent la nature et qui n'utilisent pas de produits chimiques, parce qu'en fait, on est contre les produits chimiques, justement. Très bien, Vanessa. Alors, ce livre, je pense que s'il n'existait pas, il aurait fallu l'inventer, donc il est vraiment très bien. Pourquoi elle l'a fait maintenant? C'est le deuxième, hein? Oui, c'est le deuxième. Alors, elle a fait ce livre-là parce qu'en fait, il y avait une demande. En fait, ce livre, c'est comme un coach qui ne se fatigue jamais. Toutes les personnes qui ont des questions sur le cheveu crépus, comment prendre soin, vous avez le livre, vous avez toutes les réponses. Donc là, on est là pour vous accompagner. Vous avez d'abord le livre, le manuel. C'est entre guillemets comme une bible du cheveu crépus. Puis après, il y a toute la panoplie que l'atelier Tortille propose, les cours, les démonstrations, etc. pour accompagner justement les adhérents au protocole. Et justement, où est-ce qu'on peut vous trouver les produits? Alors, les produits, en Guyane, il n'y a pas de comptoir comme en Martinique et en France. Cependant, il y a le site internet sur lequel vous pouvez commander et acheter ces produits.
Ensuite, il y a Zala qui vient en fait, qui a a des séminaires, des cours, enfin, des cours. démonstrations. Et Notamment, dès demain. Voilà, demain, samedi également et dimanche. Dimanche, il reste encore de la place parce que demain et samedi, c'est déjà complet. D'accord. Pour réserver, donc il faut appeler au comptoir de Martinique. Le numéro est sur le site internet. D'accord. Voilà. Très bien. Une dernière question avant de se dire au revoir. Défrisage, brushing, à bannir, le cheveu il est abîmé. Alors, cheveux naturels, justement, c'est pas de défrisage ni de brushing. Donc après, comme je dis, c'est pas une secte, on n'est pas là ces femmes qui veulent ressembler aux blondes. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Après, nous, on est là pour les accompagner. Il faut savoir qu'une fois que le cheveu passe sur des produits chauds, le cheveu est altéré. D'accord, dès qu'on parle cheveux, Vanessa, elle a des questions. Est-ce que c'est pas un peu surfer sur la tendance nappy qu'on voit en ce moment? Après, c'est pas une tendance, c'est pas une mode. Nous, on n'est pas là justement pour ça. C'est pas, voilà, c'est pas une marque entre guillemets. On est vraiment là pour accompagner, faire comprendre aux gens que c'est possible, quoi. C'est pas le cheveu crépus, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas manier facilement. Voilà. Et tout est dedans, un livre qu'on retrouve ici en librairie. Voilà. Voilà, très bien. À Becaccio, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Aurore Chalco, merci. Je rappelle, correspondante atelier Tortille en Guyane. Si vous voulez avoir plus d'infos, notamment sur le fameux rendez-vous du dimanche, il y a encore de la place, appelez-nous, on fera suivre. C'est comme ça qu'on se dit au revoir sur le rendez-vous de l'info pour se donner rendez-vous demain soir. Fanny G sera sur le plateau. On va la faire chanter. On va faire chanter notamment son dernier tube qui cartonne en ce moment, qui fait le buzz sur Internet. Allez, sans plus tarder, le journal de BFM. Dom Laquezotte à Organabo, juste après en prime. Bonne soirée, à demain. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.